Les amis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex, on se retrouve pour la réaction live et l'analyse du chapitre 1182, les amis de One Piece, bien sûr. Je suis trop content, je suis trop hype. Aïe aïe aïe, je sais qu'on va avoir une pause, je crois que si je dis pas de bêtises, Oda prend une pause après ce chapitre. On verra à la fin du chapitre si on a la confirmation. Mais j'ai trop hâte, chapitre 1182, Zaza. Zaza. Qu'est-ce que c'est que Zaza? Est-ce que c'est le nom d'une attaque? Genre on va voir Imu faire une attaque de ouf qui s'appelle Zaza. Requête de Toshikazu. Isho savourant des nouilles préparées avec soin par un renard et un tanuki. Yes, encore une fois, on s'en bat les couilles encore une fois. Merci mon gars moins pour la traduction. Et puis on est parti. On est parti. Qu'advient-il d'Imu après le théorème de Loki? Je sens qu'il est toujours là. Mais je suis tellement grand que je l'ai perdu de vue. Nidog. Dire que nous étions amenés à nous revoir dans ce monde. Sale traître. De la neige? Ah oui, c'est vrai. La foudre est produite par la collision de particules de glace entre elles. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, Raknir. Tu as attendu un nouveau maître pendant tout ce temps. Je suis nostalgique. Je vous fais Raknir là. Marteau Raknir, Zoan mythique, Risu Nomi, modèle Ratatosk. Note du traducteur, fruit de l'écureuil. Hey. Ok, on y va. Ok, donc là on a Raknir qui lance du gel, je crois. Derrière, Loki et bram de la foudre. Raknir Go Haro. Foudre de fer, 5 flèches. Eclipse. Bombardement. Le combat de fou furieux, gros. Ah oui, non mais d'accord. La taille des trucs. Par contre, l'arbre, il est en train de prendre feu, c'est grave la merde. C'est grave la merde. L'arbre est en... C'est flippant. Bonnie, reviens par là. Je me bats pas contre un truc pareil, hein. Bah, évidemment, pour l'instant, c'est moi qui vais te protéger. Je ne le laisserai pas faire. Mais qui est ce type? Il dirige clairement les Chevaliers Divins. Mais ce n'est pas un doyen. C'est une organisation gigantesque qui perdure depuis 800 ans. Il est tout à fait naturel que les luttes de pouvoir engendrent les ténèbres. Et si c'est le cas... Hé, Sanji, tu es blessé? Je ne peux pas rester là, Bonnie. Fou, Sanji. Je n'ai même pas eu besoin de m'en charger. Le simple fait que tu sois encore en vie est une vraie anomalie. Où vas-tu? Je vais accomplir mon objectif initial. Tu la sens, cette puissance qui jaillit en moi? Adieu. Il ne compte pas laisser les enfants tranquilles. Sanji! On ne peut quand même pas réduire à néant tous les combats qu'on a menés jusqu'ici, pas vrai? C'est le pays qu'Usopp et Luffy admirent. On doit le protéger. C'est le pays des beautés géantes. Et du coup, il part en Skywalk pour le suivre. Bibliothèque du hibou. Dire qu'il y avait un passage souterrain derrière cette porte. Et qu'une pièce secrète s'y trouvait au bout. Tu as protégé tous les livres de l'incendie, Biblo? Merci infiniment. Je croyais que tout avait brûlé. Je te remercie du fond du cœur, mais je te trouve de plus en plus étrange, Biblo. C'est vrai que... il est bizarre, ce... Près du village de l'Ouest, port de la mer de nuages. Ok. Et hop! Piouf! Allô? Allô? Ici Summers? Non, pardon. Ici Super Summers. J'ai trouvé le navire du géant. Apporte-moi les mômes dans 5 minutes. Village de l'Ouest, taverne. Regardez la forêt. On dirait une véritable guerre. La coupure était atrocement nette, donc tes doigts devraient pouvoir se recoller. C'est ce que je vous avais dit dans l'analyse.
On peut le faire dans notre monde, donc dans le monde de One Piece, c'est pas étonnant qu'un médecin comme Chopper y arrive. Mais ça prendra des mois pour guérir complètement. Merci Chopper. Je suis censé être celle qui soigne les autres, je suis lamentable. Eh, ce n'est pas de ta faute. Merci Docteur Chopper. Merci d'avoir soigné ma mère et les autres. Ce ne sont que les premiers soins. Une fois sorti de ce pétrin, je m'en occuperai plus calmement. Oh, garde ta sauce. Les doigts de mon idole ont été coupés, mais c'est un cauchemar. C'est canon. Je vais t'offrir tous mes doigts. J'en veux pas. Oh, quelle cruauté. Même dans un moment pareil, j'ai le droit à une récompense. Quelle odeur. Mais tu as risqué ta vie pour ton petit frère, Bjorn. Le fait que tu l'aies protégé m'a fait revoir mon jugement sur toi, Rhodes. Oh! Si tu t'excites, le sang va gicler, Rhodes. Overdose de garde ta sauce. Dire que je commençais à te respecter. c'est un Sanji, mais que pour Gerd. Il est fou amoureux de Gerd et du coup... Village de l'Ouest, près du port, du côté de Zoro. Désolé, Goldberg. Avec ma taille, ça me prendrait des heures. C'est rien, je suis le seul membre de l'équipage des géants à pas être gravement blessé. Et puis, tout ça, c'est le problème de mon pays. Merci de vous battre à nos côtés. T'inquiète pas pour ça. Notre capitaine part du principe que le pays de ses amis, bah c'est aussi le sien. Haha, c'est que j'en attendais pas moins de l'homme que Ajroudin admire tant. Ces flammes noires se sont transformées en balles d'acier et en bombes. Les chevaliers divins qui étaient déjà là ont clairement gagné en puissance. Va vraiment falloir les achever, sinon ça risque de devenir très problématique. Port du village de l'Ouest. Somers, j'ai merdé. J'ai invoqué un truc pas possible. Killigam, ne me dis pas que c'est ça la chose qui me terrifie le plus. Je me suis laissé emporter. Mais espèce d'idiot, nous aussi on apporte ce truc, tu peux le contrôler? Eh bien, ça reste un MMA. Je l'ai aperçue en chemin, ce qui est sûr c'est qu'elle est morte. Bon, ce qui est fait, on n'y peut rien. Dépêchons-nous, on n'a plus le temps. Wegenko. Ah non, pardon, j'ai mal lu. Excusez-moi, j'ai lu n'importe quand. Eh bien, ça reste un MMA. Ce qui est fait, on n'y peut rien. Dépêchons-nous, on n'a plus le temps. Wegenko. Écoute, je l'ai aperçue en chemin, ce qui est sûr c'est qu'elle est morte. Quoi? Ah, peu importe. Seigneur Imu possède un corps qui ne peut rester à l'extérieur. Qui ne peut pas rester à l'extérieur, même en forçant les choses. Nos forces militaires et les forces ennemies se trouvent ici. On ne doit pas décevoir sa grandeur. Répondons à ses attentes, Killiga. Ouais, Seigneur Imu possède un corps qui ne peut pas rester à l'extérieur. Village de l'Ouest. Mais pourquoi il pleut tout à coup? Qu'est-ce que ça veut dire? L'eau inonde les maisons. Ne laissez pas les blessés se noyer. Vas-y, attrape ces sales mioches. Ouah! Coron, il va! À l'aide! Il y a quelque chose dehors. Pour nous qui sommes nés sur des terres plus hautes que les nuages, voir de l'eau tomber du ciel est terrifiant. Le clan du dé, Nika, on m'en a souvent parlé. Dans les légendes du monde d'en bas, il existe un monstre qui déverse de l'eau sur la tête des gens. Et on l'appelle le dieu de la pluie. Oh, let's go! Let's go, Killiga! Mais parle-moi, dis-moi en plus! What the fuck? What the fuck, c'est la dernière page! Il apparaît en suivant le rythme de la danse de la pluie. Zaza. Oh punaise, c'est qu'il fait peur. À l'aide! Les enfants! Dieu de la pluie. Zaza. Moi, ce qui me terrifie le plus, c'est le dieu de la pluie. Waouh! Mon Dieu! On les embarque. Prépare-toi, Somers. On peut y aller quand tu veux. Eh, y a du grabuge du côté du village. On y retourne? Non, laisse tomber. Eh, Sanji! T'as intérêt à faire ça bien! Toi aussi, enfoiré de cactus!
Ah, stylé, 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 stylé. Ah. Et donc, fin du chapitre là. Oh, la dernière page est folle, bro! What the fuck? Oh là 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 là! Et du coup, c'est Vivi, gros! C'est 100% Vivi, frère! Petit peu de café, c'est 100% Vivi. Vivi, elle a fait tomber la pluie à la Massa, les gars. Bon, dans tous les cas, on va en parler. Les amis, merci à tous ceux qui sont restés jusque là pour la partie réaction live. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le petit pouce bleu, le boost, les commentaires, vous connaissez. Merci de me soutenir. Et puis pour tout le reste, on va passer à la partie analyse de ce chapitre, page par page. Vous connaissez, chapitre que j'ai bien aimé. Je m'attendais tellement pas, mais tellement pas à ça. Parce qu'il faut savoir que je me suis fait spoil malheureusement un truc, c'était le fait qu'il y avait un dieu qui était mentionné. Je ne pensais pas. Moi, je m'attendais à revoir Luffy. Je ne pensais pas voir un dieu de la pluie, ok les gars? Je suis sur le cul de cette dernière page, les amis. Alors, on va reprendre le chapitre page par page. Donc, merci encore une fois à tous ceux qui viennent pour la réaction live. Merci, merci, merci. Et on va tout simplement reprendre ce chapitre. Alors les amis, on commence avec la première page qui tout simplement est la suite du dernier chapitre avec forcément Loki, Ragnir qui se confronte Imu. Bon, il n'y a pas... On pourrait parler du fait que Imu connaît bien Ragnir, il connaît bien Loki, et plus particulièrement, il connaît Nidog. Donc, comment on peut l'interpréter? Moi, vraiment, mon interprétation de tout ça, les gars, c'est que par rapport au siècle oublié et à l'antiquité de l'univers de One Piece vis-à-vis du temps présent, Imu a connu potentiellement les êtres originels, entre gros guillemets. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que ce soit Zaza ou Nika, ce sont des mythologies bien plus anciennes au siècle oublié. Je m'explique. N'oubliez pas que dans One Piece, on sait que il y a des vestiges qui sont encore plus vieux que le siècle oublié, les gars, on le sait. C'est mentionné noir sur blanc dans certains arcs. Que j'ai plus forcément en tête, mais certains d'entre vous l'auront peut-être quand je vous le ramène à l'esprit là. Moi, je pense que Imu, il a très clairement connu Joy Boy. Il a très clairement connu Lily. Il a très clairement connu Nidog. Alors, est-ce qu'il a connu le Nidog originel, donc le mythologique, ou est-ce qu'il a connu Nidog réincarné, tout comme Loki, grâce à un fou du démon? Ça, c'est autre chose. Ce qui est sûr, c'est qu'il a eu connaissance de ces personnes. Et c'est en fait tout à fait logique de voir Ragnir, de voir Loki, enfin je veux dire pardon, Nidog, que Imu les connaisse en fait. Le seul truc qu'on peut en tirer de ça, c'est le fait que ça, oui bien sûr, lors de sa jeunesse on va dire, il y a 800 ans, le truc de fou de dire ça, Imu les a connus. Mais ça c'est... En vrai, là, c'est des pages, elles sont cool, mais tu vois, ça prend beaucoup de temps pour des trucs qu'on sait déjà, en fait. Enfin, tu vois, moi, là, j'avoue, ce début de chapitre, bon, on n'apprend pas grand-chose. Mis à part la mention de traîtrise de Imu, qui, ça, est important, parce qu'il mentionne Nidog très clairement, et ensuite, il l'appelle traître, il dit que c'est un sale traître, ce qui insinue que lors d'un moment du pan de l'histoire du monde de One Piece où Imu fréquentait Nidog, Nidog s'est retourné contre lui. Souvenez-vous mon analyse du dernier chapitre, moi je pense et je trouverais ça très stylé que Imu en fait soit devenu branded sur une idée qu'il a mal interprétée, qu'il se soit mis en fait à l'envers tout le groupe de potes qu'ils avaient à l'époque, c'est-à-dire Joy Boy, Lily, lui, Nidog, Ragnir, qui était Zunesha, tout ça, qui était un groupe de potes, de gens qui se connaissaient et tout, et que lui il a branded sur une idée qu'a eu Joy Boy. Mais pour ça, je vais pas plus déblatérer sur ça, allez voir l'analyse du dernier chapitre, je vous la mettrai à la fin, si vous voulez, avec le bouton de s'abonner. Donc, ça fait plutôt lien à ce que je disais, parce qu'en plus,
comme lui, il a pu, par rapport à moi, ce que je vous disais dans la dernière analyse, comme lui, il a pu penser qu'il faisait vraiment le bien et qu'il menait à bien une idée de Joy Boy, ça pourrait être intéressant du coup que vraiment il ait mal pris le fait que, attendez, mais je respecte l'idée de Joy Boy, je vais au bout de son idée et tout, et vous me trahissez quoi. Derrière, ce qui est marrant, c'est Ragnir. Imu mentionne bien, tu as attendu un nouveau maître pendant tout ce temps. On le sait, souvenez-vous, on sait que Ragnir, il a été aux mains du dieu de la guerre chez les géants pendant un moment. Est-ce que Imu l'a connu ou pas? Est-ce que ça pourrait expliquer le chapeau de paille géant de Marie-Joie? Tu vois, on peut chercher des interprétations et des liens. Va savoir, j'ai pas trop d'idées là tout de suite en voyant ces pages. Tu vois, avec toutes mes connaissances, j'ai pas trop d'idées pour faire un lien direct à qui aurait pu être tout simplement le maître de Ragnir dans une époque antérieure. Si ce n'est ce que je sais et qu'on le sait, c'est ce dieu de la guerre venant des géants. Mais intéressant quoi, il y a une forme de familiarité et c'est cool en fait parce que Imu, il y a beaucoup de choses encore à apprendre. Et en fait, ce qui est cool, c'est que tout le peu que nous donne Imu, en fait, en termes de sensations, en parlant avec Ragnir, avec Nidong, en les mentionnant en tout cas, ça nous approche de la révélation de qu'est-ce que c'était le siècle oublié, quoi. Et ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment, vraiment cool. Bon, derrière, on a un échange d'attaques. Pour le coup, il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Ils font des attaques qui sont absolument phénoménales. En animé, ça va être stratosphérique. Qu'est-ce qui est important à retenir? Si, la chose qui est importante à retenir finalement, au milieu de tous ces coups, les amis, c'est le fait que, eh bien, oui, l'arbre d'Adam va encore prendre feu et c'est la merde. Ça, c'est un vrai problème qu'il y a sur Elbaf. Là, c'est le fait qu'il y ait ce putain d'incendie sur Elbaf. Souvenez-vous ce que le début d'Elbaf, la faiblesse du pays, c'est ça, c'est le feu, quoi. Et le problème, c'est qu'on a 3 créatures surpuissantes qui sont en train de se battre, que ce soit Ragnir et Loki d'un côté contre Imu de l'autre. Ça part en cacahuète comme pas possible. Bon, alors, on a des attaques nommées avec Eclipse, avec le Ragnir Goharo. C'est cool, mais vous le savez, c'est pas forcément toujours ce qui me motive le plus. Derrière, ce qui est cool, c'est qu'on voit, je vous l'avais dit, que effectivement Sanji a été récupéré par Bonnie et Lilith. Et puis c'est trop cool parce que, en fait, je sais pas comment l'expliquer. Ah, Bonnie est enfin une enfant. Vis ta vie en fait. Genre, je sais pas comment l'expliquer. Comment l'expliquer? En fait, c'est trop bizarre. Je pense que ça dépend de l'affection qu'on a eu pour le personnage. Déjà de base, Bonnie est un personnage que j'adorais. Mais en plus, l'histoire avec son père et tout. J'ai une attaque émotionnelle avec elle. Enfin, une attache émotionnelle avec elle qui est hallucinante. Et en fait, la voir réagir comme une enfant. Enfin, vis ta vie, quoi. Ça y est, arrête d'être quelqu'un d'autre, d'être une plus grande fille que tu ne l'es. Grandis, apprends, arrête d'assumer des responsabilités qui sont tellement au-dessus de tes épaules, pour tes épaules. Vie heureuse et tout. Et en fait, la voir dire qu'elle a peur et que elle a pas envie d'affronter le truc flippant là qui fout le bordel partout. Mais je sais pas comment vous dire, mais moi je suis en mode baby, mais reste avec Lilith et sois heureux et reste à l'abri. Et Lilith d'ailleurs qui est en mode t'inquiète, je vais te protéger, t'inquiète. I have some biscotto. Non, j'adore. Franchement, j'adore. Et en plus derrière la réflexion de Lilith, qui du coup, et c'est trop cool parce que Lilith, alors elle est devenue complètement autonome et elle est dissociée entre guillemets de Vegapunk étant donné qu'elle est la seule survivante et elle va vivre sa vie. Ça n'empêche qu'à la base c'est quand même une partie de la conscience de Vegapunk. Donc c'est super la case où on voit Vegapunk, l'entité originelle, lorsqu'elle a sa réflexion de attends, c'est un mec qui peut faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Waouh. Et si c'est le cas, donc moi je trouve ça cool. Je trouve ça cool parce qu'en plus,
Souvenez-vous, Vegapunk, il a des connaissances sur le siècle oublié qui sont... Donc, petit à petit, Lilith, via ses bulles, elle peut nous apprendre des trucs ultra importants. Et je reviens juste ça, mais quand elle parle de l'organisation gigantesque qui perdure depuis 800 ans, en parlant des chevaliers divins, etc., des doyens, n'oubliez pas ce que je vous disais sur Imu, et sur ce côté qu'il a créé quelque chose qui, en façade, apporte la paix à beaucoup de pays, malgré le fait que y a de la corruption et que ce soit mal foutu. Et c'est marrant parce que elle mentionne bien une lutte de pouvoir. Et là, elle en mentionne plusieurs, vu qu'elle le met au pluriel. Les luttes de pouvoir engendrent les ténèbres. Donc, est-ce que elle mentionne les deux mondes antérieurs au nôtre? Je m'explique. Est-ce que, quand elle dit les luttes de pouvoir, elle mentionne le premier monde où il y aurait ni Imu ni Joy Boy, donc ça serait le monde mythologique où il y aurait eu Nika, les dieux originels, donc Nika, Zaza et deux autres dieux, parce que du coup, vu qu'on a découvert Zaza, et j'en ai parlé plein de fois, je vous ai dit de pas oublier, Skypie, hein, tous ceux qui disent qu'il faut skip Skypie, bande de cons. Eh ben 1000 chapitres plus tard, vous avez l'air de bons gros débiles, on vous applaudit tous, bravo. Les gens qui skippent des arcs, je ne vous comprendrai jamais. Bref, donc non, en fait, est-ce qu'elle mentionne les luttes de pouvoir engendrent les ténèbres? Parce que, effectivement, quand on prend le aller, le premier monde qui serait le monde mythologique, Zaza, Nika, le dieu de la terre, etc. Les 4 se sont mis sur la gueule, ça a foutu un bordel monstre. Paf, des ténèbres en sont nées. Peut-être des espèces, des races, j'en sais rien, tu vois, machin bidule. Deuxième monde, Imu, Joy Boy, il y a des ténèbres, de lutte de pouvoir, bam. Et là, on est dans le troisième monde. Et dans le troisième monde, ne croyez pas. Enfin, moi, je suis désolé. Là, si Nika, donc notre petit Luffy, il doit combattre Imu et faire tomber le gouvernement mondial pour libérer, tu vois, le monde de One Piece. Par exemple, pour ceux qui sont dans la théorie que One Piece est le fait de péter Redline pour unifier toutes les mers, le monde est unifié, les mers sont unifiées, les océans sont unifiés, All Blue se crée et que tout le monde est... Putain, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire, hein? Et je tiens à vous rappeler quand même qu'il y a littéralement l'arc des îles des hommes poissons où l'île des hommes poissons est vouée à brûler, hein, dans la prophétie de Shirley. Donc ça va être encore le troisième monde et tout cet arc final vers la fin, en tout cas qui va vers la fin comme ça, va nous mener encore une fois à des ténèbres en fait. Et en tout cas moi c'est comme ça que je l'interprète. Si vous avez une autre interprétation, je suis grave à l'écoute, mais ça a un sens de fou. Et en fait je pense que du coup dans sa pensée, Lilith elle essaye de rejoindre, ok, parce que Nika, ok, je l'avais un peu étudié, tac, premier monde, enfin tout cas moi c'est comme ça que je l'interpréterai. Ok, deuxième monde, machin, parce qu'on sait que le aller, Vegapunk en a la connaissance. Je vois pas pourquoi lui, qui est déjà allé sur Elbaf et tout, les géants lui auraient caché, ça fait aucun sens. Donc tu vois, il y a plein de trucs, tu vois, c'est grave cool. Derrière, le petit Sanji qui se réveille, il s'est fait dégommer, mais il est encore en vie, je vous l'avais dit. Sanji, grosse force de résistance, sans parler que c'est quand même un être exceptionnel technologiquement parlant, étant donné que c'est en fait la plus belle réussite de son con de père aka Judge, ce débile qui n'a... bien le karma. En fait, ça me fait toujours plaisir. Le karma que Judge... t'es raté. C'est la perfection de tout ce que tu voulais faire. Sa petite maman à Sanji doit être fière de là où elle est. Paix à son âme. Mais ouais, et qui se relève et de voir Bonnie. Et Sanji, t'es blessé, qui réagit comme une enfant. Ah, j'aime trop, les gars, j'aime trop. Et lui qui lui dit, je peux pas rester là, Bonnie. En fait, je peux pas rester là. Parce qu'il y a des enfants, il y a d'autres enfants qui sont dans la merde, en fait. Bon, ce chien de Killigam, il dit quand même quelque chose de cool. C'est le fait que, bordel, tu t'es pris une attaque de mon chef et t'es encore en vie. C'est vraiment une anomalie. Attention, ne prenez pas à la légère ces mots. Je le répète, les puissances d'un One Piece. C'est un vrai sujet où des communautés bandent sur ça. Je ne dis pas que Sanji
est le plus puissant du verse. Je ne dis pas qu'il est le plus tanky du verse, machin, bidule. Jack est un parfait exemple d'ailleurs de tankiness. Le mec était un monstre de tankiness. Tout ce qui s'est pris dans la gueule. Bon bref, passons. Cependant, il faut bien que vous compreniez que là où on en est de l'histoire de One Piece, dans l'univers de One Piece, et même Usopp et Nami sont des personnages extrêmement puissants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les plus puissants. Ça veut dire qu'ils sont, par rapport à la masse, bien au-dessus du lot. Et je ne vous parle que de Usopp ou Nami. Brook, Franky, c'est encore au-dessus. Sanji et Zoro qu'on voit dans ce chapitre sont amenés à être des personnes absolument phénoménales et c'est légendaire ce genre de personnage. C'est tout comme des personnages de la trempe de Québec, Gaban, Riley, Barbe Blanche, Roger, Garp. Tu vois, il y a des personnages légendaires. Imu, Joy Boy, tu vois, dans l'idée, même si on connaît rien de lui. C'est des personnes qui sont hors du lot. Ryuma aussi, le dieu des lames. Tu as des Kaido, Big Mom. Ce sont des personnes hors du commun. Ce sont des anomalies. Comme le mot de Killigam, ce sont des anomalies. Et même dans ces personnes qui sont anormalement puissantes, il y a des gens encore plus puissants. Sanji, bien sûr qu'un Luffy est plus puissant qu'un Sanji. C'est évident, c'est évident. Mais ça n'empêche que... Et donc, c'est trop cool, je trouve, de voir... comment dire ? Déjà, moi, je fais partie des gens qui pensent que les chevaliers divins, c'est pas des fraudes. Juste, il faut pas en faire ce qu'ils ne sont pas forcément. Je pense que, par exemple, tu vois, le frère de Shanks, par exemple, Shamrock, je pense qu'il faut pas le sous-estimer. Je pense que c'est pareil, tu vois, Garling, il faut pas le sous-estimer. Maintenant, oui, Garling, face à une anomalie comme Shebeck, il se fait démolir. Mais ça ne veut pas dire que ce sont des faibles, tu vois. Donc quand quelqu'un comme Killigam, qui est lui aussi une anomalie par rapport à l'univers de One Piece, a dit à un mec, attends, t'as survécu à une attaque de mon chef, ça a énormément de sens en fait. Et en fait, il faut vraiment qu'on soit impressionné de ça. Tous ceux qui kiffent Sanji, ça doit vous faire bander en fait. Parce que c'est des petites mentions, mais qui sont ultra importantes. Et en fait, c'est ultra important pourquoi ? Parce que plein de fois, j'en parle, que merde, on arrive vers la fin de l'œuvre et je ressens pas de truc qui me fait dire putain, on va pouvoir taper Imu. Je le ressens pas ce truc. Et ben là, c'est une petite mention tout conne qui me fait dire Sanji va pouvoir assumer ses responsabilités d'aile du roi des pirates et pendant que Luffy il va donner toute sa vie pour combattre le diable lui-même, et ben lui il va pouvoir se battre avec ses salopards de chevalier divin. Donc je suis trop content. J'ai fait un petit tunnel sur ça, mais parce que vraiment je trouve que c'est ultra important en fait de prendre conscience de ça en fait. C'est pas n'importe qui a attaqué Sanji et Zoro en fait, vraiment quoi. Derrière, bon, là Killigam est un peu con, c'est-à-dire que il rappelle à Sanji que bah écoute mec, j'ai pas fini ma mission, donc tu vois, t'as vu en plus comment je suis, t'as vu comment je suis balèze en plus, t'as vu ou pas, Sanji. Bon, il lui dit clairement qu'il va reprendre sa mission, l'enculé. Alors, faut bien comprendre que ce salopard de Killigam, en plus, en se barrant, lui donne des coups de sabot dans le bide à Sanji. C'est vraiment un énorme chien. Et en fait, Sanji, du coup, repense aux enfants. Et donc, hop, il démarre tout de suite en Skywalk et on y va. Bon, derrière, c'est Sanji, hein, donc il y a une petite mention sur les géantes. Bon, il ne peut pas s'en empêcher. C'est comme ça. On le sait, on va faire abstraction. Moi, c'est ce qui parfois me saoule avec Sanji, mais bon, allez, c'est comme ça. Derrière, il y a quand même la petite mention sur le fait que Elbaf est le pays des rêves de Usopp, de Luffy. C'est un pays auquel il voulait se rendre depuis très 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 longtemps. Donc, il faut qu'il protège ce pays pour eux. Donc, il se bat pas que pour les enfants, il se bat aussi pour
le bonheur de ses amis, en fait. Et c'est trop cool, c'est trop cool. Qui va dire que c'est pas cool? C'est trop cool. C'est trop cool. C'est trop cool. Derrière, on a un petit aparté avec Biblo. Et d'ailleurs, vous êtes nombreux et nombreuses à l'avoir dit que Biblo, il est bizarre, il a un regard bizarre. Ça ne m'étonnerait pas, je vais le dire, que Biblo soit quelqu'un de très vieux. Et ça ne m'étonnerait pas que Biblo, en fait, ça soit un mec ou une meuf du siècle oublié qui a mangé un fruit du hibou et qui en fait joue le hibou depuis 800 ans, mais qui en fait surveille ce qui se passe. Néanmoins, bon, très cool, les livres ont été protégés. Robin, forcément, remercie Biblo du fond de son cœur, c'est normal. Ces livres ont une importance même. C'est tout ce qui reste des siens, en fait. Hein, comprenez-le bien. Hein, ça a une importance pour elle, ça se mesure pas, quoi. Donc. Mais cette mention de Saoro à Biblo qui lui dit « Je te trouve quand même de plus en plus étrange », voilà, moi je pose ma pièce, je prends une pièce, j'en ai pas, je pose mon truc pour le pif, hop, je dis, moi je pense que Biblo c'est un mec qui est un Zoan depuis très très longtemps, qui sait beaucoup de choses, et qui est juste, c'est mis sur Elba en mode, et même peut-être qui attend quelqu'un, qui sait, peut-être Robin. I don't know. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, on continue derrière. Ce salopard de Summers qui arrive à voler un navire des géants. Il est tellement fort avec le Omen de Imu qu'il donne un petit coup de pied. Paf! Il le fait descendre jusqu'à la mer de nuages. Et bien sûr, il contacte ses collègues pour prévenir que tout est prêt pour l'arrivée des enfants. Derrière, on se retrouve au village de l'Ouest avec Chopper. Très très chouette, je vous en avais parlé lors de l'analyse du dernier chapitre. Les doigts coupés, si vous les conservez bien, vous arrivez à aller à l'hôpital assez vite, il existe des chirurgies pour recoller les membres. Maintenant, on y arrive. Donc comme nous, on y arrive, c'est plus que logique que médecin ultra boosté comme Chopper y arrive. Derrière, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est cool hein, de voir un peu tout le monde être soigné par Chopper, de voir que Chopper a... je pense qu'il faut... Moi, c'est un truc que dans Naruto, alors, aparté, moi, dans Naruto, ça m'a toujours grave saoulé les gens qui se rendent pas compte à quel point, par exemple, Sakura est un personnage de ouf. Voilà. Et plein de gens sont... Non, Sakura, ça pue la merde. Dans Naruto, la médecine a été introduite, les nunjutsu de médecine, tu vois, machin, c'était introduit. Tsunade est phénoménal. Sakura, son élève, est 10 fois plus phénoménal qu'elle. Non, c'est une merde. Non, il faut bien comprendre, la médecine, c'est un truc de ouf, les gars. La médecine, c'est un truc de ouf. Et Chopper est un médecin de ouf. Son rêve, c'est de pouvoir tout soigner. C'est le seul rêve où je me dis, il n'y arrivera pas. Voilà. Qu'on soit honnête, parce que c'est pas possible. Même Doctorine lui disait, mon fils, viens de prendre une mandale, mon Chopper. Tu peux pas tout soigner. Il y a des trucs, c'est incurable. Bon, on dit ça, son papa Iloulouk, il a été sauvé d'une maladie de merde en voyant des cerisiers. Donc bon, dans Love K One Piece, je sais pas. Mais non, c'est trop cool de voir que Chopper, en très peu de temps, il a réussi à bander, que ce soit Ashruddin, il a réussi à faire une opération sur Gerd, il a réussi à soigner les enfants, à soigner les géants. Et en fait, c'est une vraie capacité qu'il a. Et c'est trop cool parce que n'oubliez pas qu'il peut encore plus s'améliorer dans le traitement médical avec les livres qu'il n'a pas terminé de lire à la bibliothèque du hibou et qui ont été conservés par Bilbo. Donc ouais, grave cool. Moi j'aime vraiment ça. Derrière, on a un petit moment rigolo avec Gerd et ce con de Rod. Bon, c'est rigolo. C'est de la romance, c'est rigolo. J'adore Gerd qui est en mode quand Rod il ouvre toutes ses plaies parce qu'il est trop excité par le petit mot gentil de Gerd et parce qu'il est absolument pas habitué. Pendant que son petit frère est en mode merde, grand frère, je commençais tout juste à se respecter, tu te reconduis comme une merde. Ouais, non, moi ça me marche bien, j'aime bien ce genre d'humour, je pense que ça sera très drôle en animé. Puis il y a un petit côté mignon. Et c'est vrai que bon, c'est assez mignon. Moi je l'avais pas mentionné, mais beaucoup de gens s'en étaient souvenus.
dans les autres personnes que je suis qui font des critiques et des analyses. Gerd a fait de la couture et Rod il fait de la couture aussi. Souvenez-vous, il avait fait les costumes quand ils les avaient mis dans le monde des blocs, les Mugiwara. Et en fait c'est très mignon en fait de le voir le mentionner, de dire putain c'est les doigts de mon idole qui ont été coupés. Et oui, parce que il idolâtre Gerd, il a une affection pour elle qui est immense, et comme elle adore la couture, lui aussi s'y est mis. Et comme les doigts coupés, elle aurait pu ne plus pratiquer la couture. Donc, mais par chance, Chopper l'a sauvé ses petits doigts. Lui a sauvé ses petits doigts. Derrière, on a Goldberg et avec Zoro qui sont en route, jusqu'à Somers. Il faut bien le comprendre comme ça. Ils vont aller péter la gueule de Somers. Et ce qui est trop cool, c'est tout ce côté où Zoro parle de Luffy en disant t'inquiète, chez toi c'est chez moi. En fait, mon capitaine, si il est pote avec toi, en fait tu n'es plus chez toi, tu es chez lui. Ok, ça marche comme ça. Et c'est trop cool parce que en fait c'est vrai qu'on l'oublie, mais en fait Ashruddin c'est quand même l'héritier, c'est quand même un fils du plus grand roi qu'ait connu Elbaf, aka Harald, qui a prêté allégeance à un petit humain, tu vois. Donc beaucoup de géants, et tu vois là dans la réflexion de Goldberg c'est cool parce qu'il dit j'en attendais pas moins de l'homme que Ashruddin admire tant. C'est que pour beaucoup de géants, comment un petit homme peut à tel point avoir mis en admiration un géant qu'on respecte autant tel qu'Ashruddin. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup c'est trop cool parce que c'est important les gars. Demain dans votre groupe de potes, quelqu'un de très respectable dans votre groupe de potes, il vous dit putain j'ai rencontré un mec, bah putain si demain on va à la guerre, je serais prêt à aller dans son équipe, à me battre à ses côtés. Forcément donc tu vas te dire waouh mais attends c'est qui ce mec qui a fait que notre pote il nous dit ça quoi, tu vois. Donc c'est trop cool, c'est trop cool. Et derrière, alors ce qui est intéressant, c'est tout cet aspect où Zoro analyse le fait que les flammes noires se sont transformées en balles d'acier et en bombes. Les chevaliers divins qui étaient déjà là ont clairement gagné en puissance. Donc il analyse ce qui s'est passé avec Imu. Donc alors très intéressant, le côté le Omen a apporté une puissance instantanée aux chevaliers divins. Cependant, les flammes noires se sont transformées en balles d'acier et en bombes. Qu'est-ce que cela signifie? Est-ce que cela veut dire que quand Imu tire avec les flammes de Omen, vous savez, les petites formes de démons, en fait il tire des balles qu'il matérialise comme Luffy avec son halo en Gear 5, quand il matérialise son casque, sa batte, ses lunettes. Est-ce que c'est ce principe-là? Et donc en fait il matérialise une balle avec la flamme noire et pam pam pam, il tire des balles ou il tire des grosses bombes, tu vois, pour faire plus de dégâts. Je pense qu'il faut partir sur ça, parce que je trouverais que ça serait... Alors après, on a bien vu qu'en se battant, souvenez-vous quand Imu n'était pas là lui-même, mais quand il était dans le corps de Gunko, il a pu invoquer un bouquin et invoquer d'autres trucs. Donc matérialiser des balles, c'est pas choquant, tu vois. À vous de me dire, qu'est-ce que vous en pensez? Ou alors, est-ce qu'on peut partir sur un côté un peu alchimique et donc elle arrive à transformer ces flammes en quelque chose de... vous savez, vous connaissez tous Nicolas Flamel, le plomb en or, tout ça, l'alchimie, tout ça. Regardez Full Metal Alchemist, c'est super. Est-ce que Imu arrive à matérialiser ou à transitionner des états, tu vois? Je sais pas, moi je vous dis, moi mon avis c'est, il faut très clairement comprendre que Imu comme Luffy arrive à matérialiser des trucs et à les utiliser. Tu vois, je pense très clairement que si Luffy prend son halo en Gear 5 et se dit ouais je matérialise 1000 balles, tu vois, en acier, je matérialise une batte, il les met tout à la ligne, je suis sûr qu'il peut le faire, tu vois. Pourquoi Imu ne pourrait pas le faire? Ce qui est très cool par contre, c'est le côté que Zoro, en se touchant l'épaule, dit « Va vraiment falloir qu'on achève les chevaliers divins, sinon ça risque de devenir très problématique. » Nous allons donc avoir un combat, un round 2 entre les ailes du roi des pirates, Zoro et Sanji, et les deux chevaliers divins encore en place, Summers et Killigam.
qui sont, eux, boostés au Omen de Imu. Contrairement à Sanji et Zoro, qui sont, eux, blessés à cause de Imu. On a donc, au départ, les chevaliers divins qui sont up, et les Mugiwara qui sont up, baissés. Up and down. Pardon, mon anglais. Tu l'as ou pas? Donc, c'est très cool parce que, encore une fois, rapport de force, de base, avec ces malus ou boost, tu vois, et influencé. C'est cool parce que dans cet état-là, s'ils pètent les chevaliers divins, alors bien sûr, je vous connais. Si vous ne respectez pas et que vous prenez les chevaliers divins pour des branquignoles, vous allez dire ouais, mais les chevaliers divins, c'est des branques. Heureusement que Zoro il le bat. Ouais, non, mais c'est normal. Bon. Non. S'il vous plaît, tous ceux dans ma commune qui avaient un minimum de QI, à cas de coefficient intellectuel. Vous comprenez bien qu'on a là des personnages ultra puissants qui vont s'affronter et que nos protagonistes sont blessés et ils vont leur péter la gueule et ça va être un exploit et ça va être trop cool. Ou du moins il va falloir les neutraliser. Peut-être pas les battre, mais les neutraliser. Comme dit Zoro. Enfin, Zoro dit clairement achever. Donc on n'est même plus dans neutraliser. Là c'est vraiment... On les a neutralisés. Ils ont pu être libérés. Bon, mais cette fois-ci, on va faire en sorte qu'ils puissent plus jamais se libérer. Non. Comme dirait Gotaga. Donc grave cool. Grave cool, j'ai juste hâte de voir ça. Je pense qu'on peut avoir des beaux chapitres de combat entre Killigam et Somers. Derrière, on arrive sur Killigam qui commence à dire à Somers qu'il a merdé. Et quand on voit la dernière page du chapitre, mon gars, t'as peut-être merdé, mais merci, mon gars. Mais surtout, on a des informations sur Gunko qui sont importantes. Pourquoi? Il faut pas oublier que c'est important parce que Gunko a un lien avec Brook. Il ne faut pas l'oublier. Je ne sais pas où on va avec Gunko parce que le fait que que Killigam mentionne le fait qu'il l'ait aperçu en chemin et qu'il est sûr qu'elle est morte. Première chose, est-ce qu'il l'a aperçu encore dans la glace de Ragnir? Est-ce qu'il l'a aperçu hors de la glace de Ragnir parce que l'attaque d'Imu a pu la libérer? Est-ce que la glace de Ragnir plus l'attaque de Imu, c'est ce qui a tué Gunko? Est-ce qu'elle est simplement dans les vapes ou complètement KO suite à tout ce qu'elle a pris dans la gueule? Je ne sais pas. Le fait est que c'est un personnage en qui j'ai pas confiance qui apporte l'info. Moi, j'ai envie de ne pas y croire au fait qu'elle soit morte. Pourquoi? Parce que comme je le dis, Gunko a un lien avec Brook et qu'il est important, je pense, pour faire évoluer Brook, pour lui amener un petit moment à lui, parce que Oda, c'est le problème, c'est que plus les années passent, plus c'est compliqué de faire briller tous les Mugiwara. Je pense que là, c'est un moment pour faire briller Brook, que ce soit dans l'émotion, pas forcément dans le combat. Moi, le dernier moment que j'ai en tête pour Brook, c'est le moment où il confronte Big Mom, où j'étais en mode damn, bro. Bon, alors on parle de l'animé, mais c'est vrai que c'est dur de faire forcément briller tous les Mugiwara tout le temps. Eh bien, Oda, j'espère qu'il va le faire dans le côté émotion, dans le côté nous apporter aussi le réel flashback de Brook avant les Pirates du Lombard. Moi, je trouve que ça serait cool. Si elle en meurt, qu'au moins elle ait qu'elle passe ses derniers moments avec Brook, je trouverais ça super chouette. C'est quand même celui qui a réussi à la ramener, c'est-à-dire à lui rappeler ses souvenirs, à faire un peu perdre le contrôle total d'Imu sur elle. Moi, je trouverais que ça serait chouette. Alors voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Elle est morte, elle est pas morte. Pour moi, elle n'est clairement pas morte, mais je peux me tromper. Derrière, ce qui est drôle à voir, c'est que Summers, il tire un peu la gueule. C'est-à-dire que il tire un peu la gueule. Alors, première raison, c'est que ce qu'a invoqué Killigam, ça fout la trouille à tout le monde. À tout le monde. C'est-à-dire que Summers, il a peur de ce qui vient de se passer. Ok? Killigam a invoqué un truc qui lui fait peur.
Il dit quand même que c'est un truc qui fait peur un peu à tout le monde. Est-ce que Imu a peur de ce truc? Intéressant. Est-ce que Imu a peur de Zaza? Va savoir. Mais, ce qui est, et ça on le savait, parce qu'en fait les doyens nous en avaient parlé, on sait qu'Imu ne va pas pouvoir rester indéfiniment sur Elbaf. Donc, deux choses. Imu a quelque chose qui fait que son corps ne peut pas rester à l'extérieur, même en forçant les choses, trop longtemps. Est-ce que Imu a été maudit par quelque chose? Pourquoi je dis ça? Tout utilisateur de fruits du démon est maudit par la mer. Ça, on en est sûr. Ça veut donc dire que le principe de malédiction est possible dans One Piece. On sait aussi, on a déjà vu avec Cavendish Machin qu'il y a tout le principe de possession, donc tu vois, d'avoir une avec Akuba, tout ça, tu vois. Donc il y a des délires, tu vois. Est-ce que Imu, en étant trahi lors de la grande guerre de pouvoir du siècle oublié, n'a pas été maudit par quelqu'un ou quelque chose? C'est la question que je vous pose, c'est l'idée que j'ai en tête. Est-ce que Imu ne serait pas maudit? Ce qui expliquerait la raison du pourquoi il reste perpétuellement dans la chambre fleurie. Une pièce hermétique avec de la verdure, des papillons, des machins, mais où le monde extérieur ne l'atteint pas, qui serait un peu à l'image des dragons célestes qui, eux, ont une bulle, souvenez-vous, quand ils descendent à la terre ferme, qui serait sa bulle à lui. Derrière, qu'est-ce qu'il dit? Nos forces militaires et les forces ennemies se trouvent ici. Donc, une partie des forces militaires du gouvernement mondial sont là, c'est vrai. Et plus particulièrement, même si on passe même pas au gouvernement mondial, des forces d'Imu sont là. Il y a quand même 3 chevaliers divins sur place. Ok, dont une qu'on nous mentionne comme étant morte. Donc il fait un récap. Et derrière il dit on ne doit pas décevoir Imu. Parce que en plus de ça, on a été boosté. Donc il faut qu'on réponde à ses attentes à notre Seigneur. Alors je te le confirme mon gars, j'ai vu ce que Saturne a vécu après la guette. Faut mieux que tu répondes à ses attentes mon pote. Et je pense que tu n'y arriveras pas. Voilà. Mais c'est super intéressant, parce que la réalité, c'est que les chevaliers divins, les dragons célestes, ont peur de quelque chose, tout comme Gunko, souvenez-vous, parce qu'on mentionne les peurs de chevaliers divins, de dragons célestes, etc. Rappelez-vous que Gunko était la première des chevaliers divins à nous dire sa peur. Et elle, c'était Nika, le dieu du soleil. Et là, ce qui leur fait peur à eux, on le verra donc ensuite à la dernière page, c'est Zaza, la déesse de la pluie, ou le dieu de la pluie. Alors par chance, Killigam arrive à contrôler son MMA. Est-ce que, ce qui serait drôle, et que je trouverais absolument génial, c'est que Killigam perde le contrôle de son pouvoir, et en ayant invoqué Zaza, réussisse un temps soit peu à la contrôler, mais qu'au bout d'un moment, il perde le contrôle parce que sa peur elle-même le submergerait, et donc on aurait soit la disparition du MMA, soit le MMA qui se retournerait contre eux. Et là, je serais en mode damn. Bon, derrière, forcément, Zaza est invoqué, donc grâce à Zaza et cette immense quantité d'eau et de pluie qui en arrive jusqu'à inonder les maisons. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte de la quantité d'eau qui est en train de déverser le MMA de Killigam. Il recapture des enfants géants. On voit qu'il y a Koron, il va... Il y en a 4 d'ailleurs. On revoit un peu notre petite girl et tout qui est soignée. Et là, Killigam derrière lui aussi nous dit un truc super intéressant. Pour nous qui sommes nés sur des terres plus hautes que les nuages, voir de l'eau tomber du ciel est terrifiant. Intéressant. Mais ça, c'est finalement un peu... c'est un peu un truc... Comment dire?
Ça a toujours été le cas dans notre humanité, même dans la vie réelle. C'est-à-dire que dans le biome où on vit pendant très longtemps, je peux te dire que quand tu vivais en Afrique et que tu n'avais jamais vu de neige, quand tu venais dans un endroit où il y a de la neige, c'était en mode waouh, chelou. Quand tu vivais dans un endroit où tu n'as jamais vu de sable ou de tempête de sable, tu allais en Afrique, dans le Sahara, waouh, chelou. T'as jamais vu de bambou, tu vas en Asie, waouh, chelou. Tu vois, la mousson, t'arrives dans un biome, le truc, pendant 3 mois il pleut, alors que chez toi il pleut 3 jours, ça s'arrête, chelou. Ça a toujours été comme ça. Donc finalement, d'entendre que des gens qui naissent sur une terre qui est au-dessus des nuages, donc la pluie pour eux, c'est bizarre, on n'est pas fan, c'est pas étonnant. Maintenant, est-ce que ce qui serait intéressant, c'est que la peur soit encore plus profonde et que comme on sait que les guerres antiques ont fait élever le niveau de l'eau, on pourrait imaginer que comme ils sont sur la terre de One Piece à l'endroit le plus haut possible, eh ben forcément voir de l'eau tomber, ça les terrifie parce que dans leur tête, dans leur sous-conscient, ils se disent putain, mais si de l'eau tombe en continu, l'eau va monter, mais à un moment, si elle s'arrête pas, l'eau, elle va arriver jusqu'à nous, tu vois. Donc ça se tient. Il y a plein de raisons qui peuvent amener à cette peur de l'eau et des nuages et des averses. Ce qui est très drôle parce que on a quand même, je vous le dis, pour moi c'est la Zaza, c'est Vivi. Le moment à la Basta où de coup elle fait pleuvoir sur toute la capitale du pays. Sorry, not sorry, but voilà. Est-ce que j'ai besoin de plus de dire est-ce que même Lily était pas à l'époque déjà Zaza? Je ne sais pas, les gars, je ne sais pas. Voilà, je vous le dis, je ne sais pas, j'en sais rien. Je ne suis pas... peut-être que non, peut-être que oui. Mais c'est intéressant de voir quand même que du coup, même lui, eh ben, le clan du Di, tout ce clan-là, qui sont-ils? Ça aussi, il va falloir qu'on l'apprenne un jour ou l'autre. Qui sont-ils? Pourquoi est-ce qu'ils font peur à eux? Nika, le dieu du soleil, je le mentionnais, la peur de Gunko. Mais souvent, on dit quand même qu'il y a un monstre qui déverse la pluie, c'est une autre que le dieu de la pluie et qui peut déverser de l'eau sur la tête des gens. Et là, on a cette dernière page avec Zaza. Le chara-design est magnifique. Alors, c'est le MMA qui est comme ça. Alors, il faut faire attention parce que souvenez-vous que le MMA prend la forme de la conscience, de la peur, de la conscience de l'utilisateur. Donc là, c'est la représentation que s'en fait Killigam. Donc on peut imaginer que c'est la représentation qu'ont les chevaliers divins, les dragons célestes à Marie-Joie dans leurs livres, dans leur culture. Ils voient ainsi Zaza. C'est comme ça qu'ils la dépeignent. Moi, je vous le dis, je mets, encore une fois, il est où? Mon stick à pif. Paf, je le repose. Zaza, c'était Lily, c'est Vivi. J'en suis persuadé. Mais vraiment, j'en suis persuadé. Et c'est vrai que c'est terrifiant. Alors, c'est vrai que c'est terrifiant. Voilà. C'est vrai que c'est terrifiant. Voilà. Osons le lire. Voilà. Tu peux inonder. T'arrives à un endroit. Ton pouvoir, c'est tu peux inonder un endroit. C'est terrifiant. Voilà. C'est terrifiant. Voilà. Ou alors, dernier truc parce que j'y pense. Mais je n'y crois pas du tout. Mais parce que je pense que certains d'entre vous peuvent y penser, et du coup je le mentionne parce que tac, ça m'est venu en tête que certains d'entre vous pourraient penser ça. Je pense que certains d'entre vous pourraient penser à Dragon. En se disant, ouais, mais souvenez-vous, quand Dragon il sauve Luffy à Lockdown, il y a un éclair qui tombe sur l'échafaud, c'est la pluie, l'éclair. Non. Lockdown, c'est le vent. Il y a clairement un truc avec le vent. Effectivement la météo, mais je pense que ça n'a rien à voir. Là, c'est très spécifique à la pluie. Faut bien le capter. C'est très spécifique à la pluie. Killigam parle vraiment, tout comme le dieu du soleil. Le dieu de la pluie a un rythme. Donc sûrement, pareil, un rythme de battement de cœur, c'est normal. Et d'ailleurs, il se fait peur avec son propre MMA parce qu'il fait « Ah, Zaza, putain, c'est vrai que tu fais peur !» Mais c'est terrifiant. Quand tu vois les gens qui sont immenses, leur maison se faire inonder, t'as l'impression qu'il y a une mer qui se crée sur leur village. Ils se font tous emporter. Elle capture les enfants avec une facilité. Elle est immense, elle a 4 bras, les gars. Elle a la Solomonk comme sur Dofus, les gars. Solomonk Exopéa, le truc. Non, magnifique. Moi, je suis désolé, je pars vraiment du principe que c'est Vivi. En fait, pour moi, c'est-à-dire que quand Killigam dit dans les légendes du monde d'en bas,
Il y a un monstre qui déverse sur l'eau sur la tête des gens. Je suis désolé. La seule fois où j'ai vu quelqu'un déverser de l'eau sur la tête des gens, c'était Vivi quand elle était dans l'horloge sur Alubarna, la capitale d'Alabasta, et qu'elle gueule et que la pluie se met à pleuvoir sans aucune raison. Sans aucune raison. Parce que il faut pas oublier un truc, c'est que Vivi arrive à faire pleuvoir alors qu'il est censé plus pouvoir pleuvoir parce que ces trous du cul de crocodile et machin, ils avaient utilisé, vous savez, la drogue chimique là de merde qui fait des nuages à la con, et du coup les précipitations naturelles étaient changées. Donc la pluie elle est pas arrivée comme ça en mode hey, hello. Donc moi je suis persuadé que c'est Vivi, je signe là-dessus. En plus ça serait stylé de se dire que depuis le début de l'histoire, le dieu du soleil connaît la déesse de la pluie. Maintenant, parce que j'aime bien, vous le savez, c'est ce que j'adore faire, c'est m'auto-débunker. Luffy est le dieu du soleil parce qu'il a mangé un fruit du démon qui à la base est un paramecia, le fruit du caoutchouc, et qui est en réalité, lors de son éveil, qui est extrêmement rare, devient le fruit Itonomi Mordel Nika, et donc un Zoan mythologique. Son pouvoir de dieu du soleil vient donc d'un fruit. Si Vivi est, dans mon idée, la déesse de la pluie, donc qui aurait donc le Itonomi modèle Zaza, quand a-t-elle mangé un fruit? C'est la question que je me pose. Je ne crois pas qu'elle... Pour moi, Vivi, je crois qu'elle sait nager. Ça pose un problème. Deuxième truc. C'est trop facile de dire j'ai vu de la pluie, c'est Vivi. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, j'ai fait partie aussi des gens qui pensent que Vivi est potentiellement une arme antique. Si c'est le cas, ce qui pourrait être intéressant, c'est qu'il y a une autre personne que l'on connaît qui fait pleuvoir la pluie. C'est Nami. Est-ce que Nami aurait pu manger un fruit du démon? En théorie, oui. Est-ce que c'est le cas? Je ne crois pas. Je n'ai jamais vu de signe qui ferait penser qu'elle en ait mangé un tout court. Pourquoi je dis oui? Les fruits du démon, la réincarnation, on l'a vu lors de Punk Hazard, ça se réincarne, tu meurs, ton fruit il part, on sait pas comment trop ça marche, il part, il se réincarne dans un fruit, proche ou pas proche. Nami ayant des fruits sur le navire, je vous rappelle quelque chose, c'est pas ma théorie, j'en suis pas partisan, juste je m'auto-débunk et je fais parler les idées là, ok? On n'est pas là pour se dire c'est ça, c'est pas ça, ok? On est là pour émettre des idées. Vous derrière dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si l'idée vous plaît ou pas, on n'est pas là pour faire un concours de bits. Il y a quelqu'un qui maîtrisait une forme de pluie sur Punk Hazard. C'est Monet. La neige, c'est une altération de la pluie. Ok, la neige, c'est une altération de la pluie. C'est la pluie qui se transforme en cet élément lorsqu'une certaine température est atteinte. Est-ce que Monet, tout comme Luffy avait le fruit du caoutchouc à la base, aurait eu en fait pas le fruit de la neige, mais le fruit de Zaza, et lors de sa mort, il se serait déplacé dans le fruit le plus proche qu'il aurait eu à disposition, un des fruits du verger de Nami sur le Sony. C'est farfelu, c'est pour ça que j'auto-débunk, je mets juste là toutes les idées possibles qui pourraient nous amener à des personnages qui ont fait apparaître la pluie, qu'est-ce que ça pourrait être? Pourquoi ça pourrait pas? Machin, bidule. Voilà. Moi, les seuls personnages que j'ai en tête pour ça, voilà. Maintenant, effectivement, moi je n'y crois pas, mais tous ceux qui peuvent penser que c'est Dragon, vous avez le fait que Dragon a effectivement mangé un fruit, et effectivement, lorsqu'il le sauve Luffy, il y a du tonnerre, et donc une pluie, du vent, etc. Et donc, potentiellement, ça expliquerait pourquoi Dragon ferait aussi peur et serait la personne la plus recherchée au monde. C'est parce que, par rapport au gouvernement mondial et à leur croyance, leur culture, là où Nika, les doyens disaient clairement qu'il a été jamais pu, pendant des siècles il n'avait pas été réincarné, potentiellement Zaza, ils ont eu la connaissance que c'est pas le cas et que Zaza s'est déjà réincarné plusieurs fois. Il y a plusieurs profils, choisissez-en un, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il y en a d'autres que vous voyez, j'essaye au maximum quand on a sur des trucs aussi importants de vous dire qui me fait penser à potentiellement cette entité. Pourquoi? Et j'auto-débunk en vous disant voilà pourquoi il y a un monde où ça l'est pas.
Mais en tout cas, ce que je pense qu'on est tous d'accord, c'est que le MMA de Zaza est magnifique. La planche est magnifique. J'ai hâte de la voir en tome parce qu'en tome, les dessins. Souvent, les gens, quand ils lisent les chapitres, sont oh putain, qu'est-ce qu'il dessine mal, Oda. Déjà, je rappelle que là, on le lit, merci Manga Moins. Mais c'est l'héros dégueulasse. Je vous rappelle que si vous regardez sur Manga Plus, déjà les chapitres sont beaucoup plus beaux. Mais les tomes, c'est encore autre chose. Donc, elle est magnifique, Zaza. Je suis trop content parce que on développe la mythologie qu'on avait avec Skype, avec Norland, avec Kalgara, le dieu du soleil, le dieu de la pluie, le dieu... les deux autres dieux, je m'en souviens plus là. Désolé, je sors tellement de ma tête d'informations, si vous voulez. Je suis trop heureux. Je suis trop fan que Oda, vers la fin... Allez, on va au bout de la mythologie de l'univers de One Piece. On va au bout du truc. Je suis trop content. On a une pause, comme je l'avais dit en début de vidéo. Et puis surtout, on a ce bon vieux Franky et Sanji qui s'autocroisent et qui se disent, bah tout simplement, manga, déconne pas, toi non plus. C'est trop cool. On va avoir du Zoro contre Summers, du Sanji contre Killigam. Je pense qu'on va avoir un petit peu de révélation sur Zaza, sur la mythologie potentiellement. Je pense qu'on va avoir un petit moment sans Loki, Imu et tout. Parce que je pense qu'il va falloir tout simplement considérer que Imu et Loki seront des passes d'armes le temps que Luffy arrive. Et pendant ce temps-là, Oda va développer Zoro, Sanji et Summers et Killigam. Mais c'est trop cool. Je suis trop content de Elbaf. J'aime trop cet arc. J'ai trop hâte de voir la suite en animé. Ça va être magnifique. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous et des vôtres. Je vous mets la dernière vidéo d'analyse du chapitre 1181. Je vous mets de quoi vous abonner. Les commentaires sont à disposition. Dites-moi ce que vous en pensez. Qui est Zaza dans le monde de nos jours? Qui est Zaza? Et puis prenez soin de vous et des vôtres. Ciao tout le monde. Bye bye. Ciao, bye bye.